Bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on se lance dans un sujet qui, vous savez, fascine et intrigue toujours autant. L'assassinat de John F. Kennedy. On va essayer de plonger ensemble au cœur des zones d'ombre, des mystères qui persistent autour de cette tragédie. Et pour nous guider dans ce dédale d'informations, on a le plaisir d'accueillir un expert en analyse de documents et de témoignages. Il a particulièrement étudié ceux qui sont liés à l'assassinat de JFK. Merci beaucoup de me recevoir. L'assassinat de Kennedy, c'est vrai, c'est un sujet complexe et sensible. Et c'est vrai que l'accumulation de détails contradictoires, la difficulté d'accéder à certaines informations rendent l'analyse délicate. Mais en même temps, c'est ça qui est fascinant. Ouais, absolument. Pour commencer, je voulais me pencher sur les témoignages concernant la blessure en la tête de Kennedy. Parce qu'il y a un élément qui est assez frappant, c'est la divergence de description. On a par exemple le rapport d'autopsie de la marine, qui décrit une blessure à l'arrière du crâne. Et pourtant, il y a des témoignages, notamment celui de Clint Hill, qui était un agent des services secrets, qui la situe plutôt sur le côté droit de la tête. Comment expliquer ces contradictions? C'est une excellente question. Déjà, la confusion qui régnait inévitablement dans les minutes qui ont suivi l'attentat peut expliquer certaines erreurs d'observation. Vous imaginez la scène, le chaos, le bruit, la panique. Dans de telles circonstances, les perceptions peuvent être altérées. Oui, c'est sûr, mais est-ce que la pression, l'importance historique de l'événement aurait pu influencer les souvenirs, la mémoire des témoins? Absolument. Les témoins, conscients de l'enjeu de leur déclaration, ont pu être influencés par cette pression énorme qui pesait sur eux. Et puis, il est aussi possible que certains aient été manipulés, consciemment ou non, pour orienter leur témoignage dans une direction précise. Ce qui nous amène à la question du rapport Warren, le rapport officiel sur l'assassinat. Face à ces contradictions, est-ce qu'on peut le considérer comme totalement fiable? Alors, le rapport Warren, lui, il se base sur la théorie du tireur solitaire. Il a conclu que Lee Harvey Oswald avait agi seul. Mais, face à ces incohérences dans les témoignages, on peut légitimement s'interroger sur la fiabilité de certaines de ces conclusions. Oui, et si on prend par exemple la théorie de la balle magique, qui est cœur de ce rapport, elle suppose qu'une seule balle a causé les blessures de Kennedy et du gouverneur Connally. Mais cette théorie, elle est basée sur une trajectoire de balle qui est vraiment improbable, qui aurait effectué un parcours pour le moins étonnant pour toucher les deux hommes. Oui, un parcours qualifié d'improbable, voire d'impossible par de nombreux experts en balistique. J'ai lu plusieurs analyses scientifiques qui remettent sérieusement en question la plausibilité de cette théorie. La vitesse de la balle, son angle d'entrée et de sortie, et puis l'état de la balle retrouvée, ça ne correspond pas à un tel scénario. Donc rejeter la théorie de la balle magique, c'est aussi remettre en cause l'hypothèse du tireur solitaire. Et donc ouvrir la porte à d'autres théories qui impliqueraient potentiellement plusieurs tireurs. Effectivement, si on rejette la théorie de la balle magique, il faut explorer d'autres pistes pour expliquer les blessures du président et du gouverneur. Et ces pistes pourraient nous mener vers des scénarios beaucoup plus complexes, impliquant peut-être une conspiration. Et les zones d'ombre, elles ne s'arrêtent pas là. L'autopsie de Kennedy elle-même est entourée de mystères. On a l'absence de certains clichés radiographiques, notamment ceux du cou, qui est assez inexplicable. Et puis, les médecins légistes qui ont examiné le corps ne sont pas d'accord sur la nature et la localisation précise des blessures. Tout à fait. Et puis il y a aussi cette disparition d'une partie du crâne de Kennedy. Le rapport d'autopsie la mentionne, mais elle n'a jamais été retrouvée. Comment est-ce qu'une pièce à conviction aussi importante peut disparaître? C'est une question troublante qui alimente évidemment les soupçons de manipulation, de dissimulation. On a l'impression que chaque élément de cette affaire soulève plus de questions qu'il n'apporte réponse. Et par exemple, le témoignage de John Elrod, qui prétend avoir partagé une cellule avec Lee Harvey Oswald à Dallas, est assez troublant. Ah oui, le témoignage d'Elrod, c'est un élément fascinant de l'enquête. Il affirme avoir été arrêté le 22 novembre 1963, le jour de l'assassinat, et avoir passé plusieurs heures dans la même cellule qu'Oswald. Il donne des détails précis sur l'apparence d'Oswald, ses conversations, et même les noms des agents du FBI qu'il aurait rencontrés. Oui, mais le problème, c'est que le FBI nie catégoriquement qu'Oswald et Elrod aient pu se croiser en prison. Le rapport officiel ne mentionne aucune rencontre entre les deux hommes. Alors, qui dit vrai? Elrod est-il un affabulateur en quête de notoriété? Ou est-ce que le FBI a quelque chose à cacher? C'est difficile de trancher. D'un côté, le récit d'Elrod est détaillé et cohérent. De l'autre, il n'existe aucune preuve matérielle pour le corroborer. Et puis le FBI, c'est une institution puissante qui n'a pas l'habitude de reconnaître ses erreurs. Ce qui est certain, c'est que ce témoignage sème le doute. Il nous rappelle que l'affaire Kennedy est loin d'être résolue et que de nombreuses zones d'ombre persistent. D'ailleurs, on pourrait en dire autant du film Zapruder, la seule séquence filmée de l'assassinat de Kennedy. Certains experts en analyse d'image affirment qu'il aurait été manipulé.
Manipulé est là. C'est-à-dire, ils ont relevé des anomalies dans la séquence, notamment des mouvements suspects de la tête de Kennedy après le tir fatal. Il y a aussi des images manquantes et puis des variations inexpliquées de la vitesse de défilement. Le film Zapruder, c'est considéré comme une pièce à conviction capitale. S'il a effectivement été manipulé, ça remet en question toute notre compréhension de l'assassinat. On peut même se demander qui aurait pu manipuler un document aussi important. Difficile d'imaginer que ce soit de simples amateurs qui se soient attaqués à un film d'une telle valeur historique. Tout à fait. Si le film a été manipulé, il faut se demander qui a eu les moyens et la motivation de le faire. Ça ouvre la porte à des théories complexes, impliquant potentiellement des agences gouvernementales, des organisations secrètes ou même des individus puissants. Et ça nous ramène à la question fondamentale. Que s'est-il réellement passé ce jour-là à Dallas Mesa? C'est une question qui hante l'Amérique depuis des décennies. On a exploré les témoignages, l'autopsie, la théorie de la balle magique, le témoignage d'Edgeroth, la possible manipulation du film Zapruder, mais il reste encore beaucoup de zones d'ombre. Oui, l'assassinat de Kennedy est une énigme complexe, avec de multiples facettes. Il est impossible de comprendre ce qui s'est réellement passé en se focalisant sur un seul élément. Il faut analyser l'ensemble du tableau, essayer de relier les points, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans la suite de notre discussion. Accrochez-vous bien, parce qu'on va plonger encore plus profondément dans les mystères de cette affaire. On va reprendre notre exploration des zones d'ombre. Un aspect souvent négligé, mais pourtant crucial, ce sont les incohérences, les mystères qui planent autour de l'autopsie du président. Ah oui, l'autopsie. On a l'impression que chaque détail soulève de nouvelles questions, entre les témoignages contradictoires, les pièces manquantes, les photos qui laissent planer le doute. C'est un véritable labyrinthe. Absolument. Si on prend l'exemple de la description de la blessure à la tête. Certains médecins présents lors de l'autopsie ont témoigné avoir vu une large blessure à l'arrière du crâne, tandis que d'autres la situaient plutôt sur le côté droit. Comment expliquer de telles divergences entre des professionnels de la santé habitués à examiner des corps valleux? C'est vraiment troublant. On parle de médecins expérimentés, pas de simples témoins. Est-ce que la pression, le contexte politique de l'époque aurait pu influencer leurs observations? Ou est-ce qu'il y a eu une manipulation des témoignages? Ce sont des questions légitimes. Il est possible que la confusion, le stress, l'importance de l'événement aient joué un rôle dans les perceptions, dans les souvenirs des médecins. Mais on ne peut pas exclure la possibilité d'une intervention extérieure, d'une tentative de modifier, d'orienter les conclusions de l'autopsie. Et puis il y a cette fameuse disparition d'une partie du crâne de Kennedy, mentionnée dans le rapport d'autopsie, mais jamais retrouvée. Une pièce à conviction essentielle qui s'évapore dans la nature, c'est pour le moins suspect. Absolument. Cette disparition, c'est une énigme majeure. A-t-elle été volée, détruite et cachée? Et surtout, pourquoi? Qui aurait eu intérêt à faire disparaître cette preuve cruciale? On peut imaginer que si cette partie du crâne avait été analysée en détail, elle aurait pu révéler des informations importantes sur la trajectoire de la balle et peut-être même remettre en question la version officielle des faits. On se croirait dans un roman d'espionnage avec des secrets d'État, des manipulations, des disparitions mystérieuses. Mais là, on parle d'une affaire bien réelle, avec des implications politiques énormes. L'assassinat d'un président, c'est un événement qui peut ébranler les fondements d'une nation. Exactement. Et c'est pour ça qu'il est crucial de faire la lumière sur tous les aspects de cette affaire, y compris les plus sombres, les plus controversés. On ne peut pas se contenter de la version officielle. Il faut continuer à chercher, à questionner, à analyser. Et justement, si on parle de la théorie de la balle magique, un élément central du rapport Warren, on en a déjà parlé un peu, mais je pense qu'il est important d'y revenir en détail. Oui, la balle magique, c'est un élément clé de la théorie du tireur solitaire. Selon cette théorie, une seule balle aurait réussi l'exploit de blesser Kennedy et le gouverneur Connally, en effectuant un parcours pour le moins improbable. C'est une théorie qui a suscité beaucoup de controverses. De nombreux experts en balistique la jugent impossible, voire absurde. Ils affirment que la vitesse de la balle, son angle d'entrée et de sortie, l'état de la balle retrouvée, ne correspondent pas du tout à un tel scénario. Tout à fait. Et si on rejette la théorie de la balle magique, c'est tout l'édifice du rapport Warren qui s'effondre. Il faut alors trouver d'autres explications pour les blessures de Kennedy et Connally. Ce qui nous amène inévitablement vers des théories plus complexes, impliquant peut-être plusieurs tireurs ou une conspiration. Et là, on ouvre la boîte de Pandore, avec toutes sortes de théories du complot, plus ou moins crédibles. Mais avant de se perdre dans les méandres de ces théories, je voudrais qu'on s'attarde sur un témoignage particulièrement intriguant, celui de John Elrod, qui prétend avoir partagé une cellule avec Lee Harvey Oswald à Dallas. Ah oui, le témoignage d'Elrod est fascinant. Il affirme avoir été arrêté le 22 novembre 1963, le jour de l'assassinat.
et avoir passé plusieurs heures dans la même cellule qu'Oswald. Il décrit Oswald comme étant calme, presque détaché de la situation. Et il raconte même qu'Oswald lui aurait confié ne pas avoir tiré sur Kennedy. C'est un témoignage qui, s'il était confirmé, pourrait tout changer. Mais le problème, c'est que le FBI nie catégoriquement qu'Oswald et Elrod aient pu se rencontrer en prison. Exactement. Les rapports officiels du FBI ne mentionnent aucune rencontre entre les deux hommes. Alors, qui dit vrai? Elrod est-il un mythomane en quête de célébrité? Ou les FBI a-t-il quelque chose à cacher? C'est une question difficile. Le récit d'Elrod est détaillé, cohérent, mais il n'existe aucune preuve matérielle pour le corroborer. Et le FBI, c'est une institution puissante, avec ses propres secrets, ses propres intérêts. On sait qu'ils ont parfois tendance à protéger leurs agents, même si ça implique de dissimuler la vérité. Ce qui est certain, c'est que le témoignage d'Elrod sème le doute. Il nous rappelle que l'affaire Kennedy est loin d'être résolue, et que de nombreuses zones d'ombre persistent. Et ces zones d'ombre, elles s'étendent même au film Zapruder, la seule séquence filmée de l'assassinat de Kennedy. Oui, on en a déjà parlé rapidement, mais je pense qu'il est important de revenir sur ce point crucial. Certains experts en analyse d'images affirment que le film Zapruder aurait été manipulé. Tout à fait. Ils ont relevé des anomalies dans la séquence filmée, notamment des mouvements suspects de la tête de Kennedy après le tir fatal. Il y a aussi des images manquantes et puis des variations inexpliquées de la vitesse de défilement. Le film Zapruder est considéré comme une pièce à conviction capitale. S'il a effectivement été manipulé, ça signifie que la version officielle des faits est basée sur une preuve falsifiée. Qui aurait pu manipuler un document aussi important et pourquoi? C'est une question qui donne le vertige. Si le film a été manipulé, il faut se demander qui a eu les moyens et les motivations de le faire. Ça ouvre la porte à des théories complexes impliquant potentiellement des agences gouvernementales, des organisations secrètes ou même des individus puissants. Et ça nous ramène à la question fondamentale. Que s'est-il réellement passé ce jour-là à Dallas? Pourquoi John F. Kennedy a-t-il été assassiné? Qui sont les responsables? Et surtout, pourquoi tant de mystères et de contradictions persistent autour de cette affaire? Ce sont des questions qui hantent l'Amérique depuis des décennies. Malgré les nombreuses enquêtes, les commissions, les livres, les documentaires, la vérité reste insaisissable. L'assassinat de Kennedy est une plaie ouverte dans l'histoire américaine, un traumatisme national qui continue de hanter les mémoires. On a exploré beaucoup de pistes. Les témoignages, les analyses balistiques, la théorie de la balle magique, les zones d'ombre de l'autopsie. Mais il y a un élément central qu'on n'a pas encore vraiment examiné. Lee Harvey Oswald, l'homme accusé d'avoir assassiné John F. Kennedy. Oui, effectivement. Le personnage de Lee Harvey Oswald, il est au cœur de toute cette affaire. Mais qui était-il vraiment, Lee? Un marxiste fanatique, prêt à tout pour passer à la postérité. Un pion manipulé par des forces occultes. Un agent double infiltré par la CIA, le FBI. Autant de questions qui alimentent les débats, les théories depuis des décennies. Le rapport Warren, lui, le décrit comme un individu instable, isolé, fasciné par l'idéologie communiste, désireux de frapper un grand coup pour marquer l'histoire. Mais cette version des faits, elle a été contestée par de nombreux chercheurs, de nombreux historiens. C'est vrai, le passé Oswald est trouble, énigmatique, ses voyages en URSS, ses contacts avec des agents cubains, ses activités politiques, tout ça contribue à créer une aura de mystère autour de lui. Et puis, l'absence de procès, suite à son assassinat par Jack Ruby, empêchait toute possibilité de l'entendre s'expliquer, de confronter les accusations portées contre lui. Oui, la mort d'Oswald, à peine 2 jours après l'assassinat de Kennedy, ça a ajouté une nouvelle couche de mystère à cette affaire déjà bien complexe. Et d'ailleurs, la relation entre Oswald et Ruby, c'est un élément assez troublant en soi. Ils semblaient se connaître, fréquenter les mêmes milieux, avaient des contacts en commun. Mais la nature exacte de leur lien, elle reste assez obscure. Certains pensent que Ruby était un tueur à gages, chargé de faire taire Oswald avant qu'il ne révèle des informations compromettantes. D'autres y voient un acte impulsif, motivé par la douleur, par le désir de vengeance. Quoi qu'il en soit, la mort d'Oswald a privé le monde d'une chance de connaître sa version des faits, de le juger pour ses actes. Et cette absence de procès, de confrontation, ça a contribué à alimenter les théories du complot. Face au manque de réponses claires, définitives, l'imagination s'emballe, les spéculations se multiplient et les doutes s'installent. L'assassinat de Kennedy, c'est une plaie ouverte dans l'histoire américaine. Un traumatisme national qui continue de hanter les mémoires. Et face à ce mystère qui persiste, chacun est libre de se forger sa propre opinion. Les preuves sont souvent contradictoires, les interprétations divergentes, et puis les théories du complot, elles foisonnent. L'important, c'est de ne pas se contenter de la version officielle, de rester curieux, de continuer à se poser des questions.
d'analyser les faits, de confronter les différentes interprétations. La vérité, aussi difficile soit-elle à atteindre, elle mérite d'être poursuivie. Exactement. L'assassinat des Kennedy, c'est un rappel que la vérité est souvent complexe et difficile à cerner. Mais c'est en continuant à chercher, à analyser, à débattre qu'on pourra se rapprocher de la lumière. Et puis honorer la mémoire de John F. Kennedy en luttant contre l'oubli et la désinformation. Merci beaucoup pour votre expertise, pour vos éclairages. J'espère que cette plongée au cœur de l'affaire Kennedy a permis à nos auditeurs de mieux comprendre les enjeux de cette tragédie, les mystères qui l'entourent. N'oubliez pas que la quête de la vérité, c'est un effort collectif. Continuez à explorer, à lire, à analyser et puis à partager vos réflexions. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de partager mes connaissances et mes réflexions sur ce sujet aussi passionnant que troublant. C'est la fin de notre deep dive sur l'assassinat de John F. Kennedy. Restez connectés pour de nouvelles plongées fascinantes dans les méandres de l'histoire et les grands mystères qui la façonnent.